Bienvenue au balado des attachés de presse. OK. Bon, bonjour et bienvenue tout le monde à ce premier balado de la deuxième saison pour les attachés de presse. Donc, oui, vous avez dû le remarquer à la voix et à l'image que ça a changé, il y a eu des évolutions. Hein? Donc, ce n'est plus Nicolas Dionne ou Marc-Olivier Jacob qui animent le balado. Le flambeau a été passé. C'est moi, Renaud Duval, que vous connaissez, avec Mégane Lachance, que vous connaissez également dans le balado, accompagné de notre nouveau venu, Julien Moslener, enchanté, qui va être notre maître technique aujourd'hui. Ouais. À voir pour la suite. Effectivement. Donc, on est tous des étudiants en politique, là, vous le savez à peu près déjà. Et pour ce premier épisode, on a un sujet assez niché avec un invité qui est un étudiant en histoire ici, à la maîtrise. Donc, Anthony Nollet. Oui. Donc, je t'invite à te présenter. Parfait. Je suis à la maîtrise en histoire avec le professeur Maurice Demers. Je travaille sur les missionnaires catholiques québécois en Amérique latine. Puis, c'est une approche transnationale, c'est-à-dire comme les missionnaires québécois sont... ils n'ont pas un statut diplomatique fixe, sont capables de passer à travers les frontières quand même assez aisément. Ce qui fait que quand on parle du missionnariat québécois, ils sont autant en Afrique qu'en Amérique latine, qu'en Asie. Puis spécifiquement, je me penche sur l'impact de Samuel Ruiz Garcia, qui est un évêque au Chiapas, une région dans le sud-est du Mexique qui 30% de la population parle une langue autochtone, ce qui veut dire qu'environ 80% de la population est autochtone. Puis Samuel Ruiz Garcia va orienter sa pastorale, sa théologie, tout son regard critique religieux envers les Autochtones. Puis il va avoir énormément d'impact sur les missionnaires religieux canadiens, québécois, qui vont revenir ici au Canada, qui vont aller dans les missions au nord du Canada, dans les territoires du Nord-Ouest, au nord du Québec, puis qui vont avoir entendu le message de Samuel Ruiz. Il va avoir une évolution de son idée de la libération, la théologie de la libération. Oui. On est deux étudiants qui travaillent avec Maurice, un autre qui travaille sur Sergio Méndez Arceo, qui est particulièrement très communiste, qui a reçu une médaille de Fidel Castro. C'est justement, c'est pas quelque chose, c'est assez niché, c'est pas quelque chose qu'on s'imagine de façon conventionnelle quand on pense à l'Église catholique. T'sais, on voit ça comme une institution très, très, très conservatrice, rigoureuse. J'ai deux questions pour toi liées à ça. D'abord, c'est quoi ton rapport avec ton sujet? Pourquoi toi, ça t'intéresse personnellement? Mais après ça aussi, c'est quoi le lien entre l'Église catholique puis la justice sociale, qui est un peu aussi l'élément... OK. Pour répondre à ta première question, en fait, je vais te relancer une question. Es-tu capable de me dire géographiquement les missionnaires les plus proches de l'Université de Sherbrooke se trouvent où? Mais oui, mais non. Peux-tu répondre à la question? Oui, vas-y. À peut-être 2 minutes à pied, probablement à côté du terrain de soccer synthétique, juste ici, à côté de l'université. Oui, les missionnaires de Marion Hill, juste à côté ici. Ouais. Puis, justement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que il y a plusieurs institutions missionnaires ici, déjà à Sherbrooke. Puis, en plus, au Québec, il y a énormément d'institutions missionnaires qui se sont rassemblées à travers les années, qui ont eu un grand impact social. Ce qui fait qu'on les oublie dans la pensée collective, dans la mémoire historique qu'on appelle. On pense aux missionnaires, puis on a souvent cette idée rattachée aux missionnaires qui est négative, parce qu'on ne se le cache pas, il y a eu les pensionnats autochtones qui sont une histoire très sombre de l'histoire du Canada. Puis... juste rapprocher le micro, okay. C'est juste ça pour le son. C'est good. Puis... en général, les attouchements sexuels font surface aujourd'hui. On a eu la commission Vérité-Réconciliation qui a été mise de l'avant sous Stephen Harper de 2008 jusqu'à 2015. Ça a été un long travail acharné pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Puis justement, c'est ça le travail que j'essaie de faire. En fait, je ne sais pas pourquoi ça m'est
intéressé. Je suis juste arrivé puis j'ai demandé à mon directeur de maîtrise, j'aimerais faire un travail de maîtrise avec toi. Puis il m'a dit, tu devrais t'intéresser à ce sujet-là. Puis plus je travaille dessus, plus ça commence à m'intéresser. Ça fait que il y a énormément d'implications sociales qu'on oublie des missionnaires catholiques. Puis en même temps, mais il y a autant du positif que du négatif. Puis pour la justice sociale, aujourd'hui, je trouve que c'est important de parler de la situation autochtone historique. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que si on veut, en tant que citoyen canadien, québécois, prendre conscience de ce qui est arrivé puis faire la paix avec les Autochtones, mais il faut passer par là. Puis ça, c'est la réponse à la première question. La réponse à la deuxième question est un petit peu longue. L'implication sociale, justement, de l'Église catholique. Il y a beaucoup de concepts à ramener, comme on a parlé de théologie de la libération. Il y a l'action, le voir, juger, agir. Il y a aussi l'implication que l'Église catholique dans les mouvements syndicaux, coopératifs, féministes même. Écoute, je te lance sur plein de perches. Ouais. En fait, on va commencer au début du 20e siècle avec la Belgique, Monseigneur Dom Cardinche, qui est un évêque qui va mettre de l'avant l'action catholique spécialisée. Puis l'action catholique spécialisée, en fait, il y a une professeure ici à l'Université de Sherbrooke, Louise Bienvenue, qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est principalement des associations de jeunesse. Puis il va y avoir beaucoup d'associations catholiques. Il va y avoir l'association, l'action catholique ouvrière, l'action catholique des secrétaires, l'action catholique des étudiants. Puis chacune de ces actions catholiques-là vont travailler toujours selon une approche qui est voir, juger, agir. En fait, ça va de soi. Tu vois un problème, tu le juges, puis après ça, après avoir analysé le problème, tu vas agir en réponse à cette problématique-là. Puis, si on avance rapidement dans le temps, parce que la théologie de la libération, ça arrive à la fin des années 50, les années 60, il y a beaucoup d'événements dans le catholicisme mondial qui se produisent. Mais premièrement, il y a Vatican II, de 1962 à 1965. On décide, avec le pape Jean XXIII, de faire une mise à jour, aggiornamento. On rassemble tous les évêques du monde au Vatican, puis on leur fait réfléchir sur c'est quoi la marche à suivre pour un catholicisme qui est rendu actuel, parce que dans les années 60, on commence à se dire, notre approche commence à dater. Puis ça fait que les évêques de l'Amérique latine, eux, n'ont pas nécessairement la même vision du christianisme et du catholicisme que les évêques en Europe qui, eux, n'ont pas les mêmes enjeux économiques, enjeux sociaux, enjeux politiques. Les évêques de l'Amérique latine vont se réunir en 1968 à la conférence épiscopale de Medellín, qui est le deuxième CELAM. Il y a eu conférence épiscopale latino-américaine. Il y a eu un autre CELAM avant. Puis à partir de ce moment-là, on commence à critiquer l'approche du développement. Gustavo Gutiérrez, qui est un prêtre péruvien, lui va écrire un livre sur le développement. Parce que la charité chrétienne, en tant que riche, on doit donner aux suivants, les pauvres. Mais quand l'Amérique du Nord va donner de l'argent aux pauvres, à l'Amérique latine, aux pays sous-développés, mais ils donnent de l'argent, mais ils ne règlent pas le problème. Donc, Théologia de la Libération, Perspectiva, c'est la théologie de la libération des perspectives pour régler ce problème-là. De domination, d'exploitation, dans le fond? Oui, puis au début c'est ça, c'est juste une question de développement international. Puis après ça, on commence à parler des théologies de la libération parce que, tu l'as dit, il y a une approche qui est féministe qui va arriver avec Ivonne Guevara au Brésil dans les années 90. Samuel Ruiz Garcia, lui, ça va être principalement les Autochtones. À partir des années 60-70, le message, dans le fond, la théologie de la libération, c'est un courant de pensée qui s'inspire d'un appareil critique marxiste. On voit les problèmes, on les juge avec une critique marxiste qui fait que souvent, les missionnaires catholiques, c'est des sociologues, c'est des politologues, c'est des anthropologues, c'est des historiens. Puis ça fait qu'ils ont un appareil critique marxiste. Ouais,
pour mettre en contexte aussi, souvent dans ces sociétés-là, on pourrait inclure le Québec avant la Révolution tranquille. Souvent, ceux qui sont les plus éduqués, qui ont accès aux livres, ces choses-là, aux connaissances, c'est les clercs, c'est les religieux aussi. Totalement. L'Église catholique, on ne le cachera pas. Même ici à l'Université de Sherbrooke, l'Université Saint-Paul à Ottawa, il y avait des cours qui se donnaient pour les religieux, des cours de missiologie, c'est-à-dire on va former les religieux. Puis le séminaire de Sherbrooke, c'est un séminaire catholique. L'éducation, souvent, c'est une porte d'entrée pour l'éducation. Ce qui fait que, justement, mais quand on arrive dans des problématiques d'envergure majeure, par exemple la pauvreté qui est généralisée en Amérique latine à cause de l'ingérence américaine qui, depuis son indépendance, depuis le début des années 1800, les Américains... Ils veulent des ressources primaires qui viennent de l'Amérique latine. Puis au moment où, par exemple, le Honduras ou le Guatemala ne fournit plus les bananes à bon marché, on mobilise la marine, on mobilise les Marines, on mobilise l'aviation, l'armée américaine, puis on fait une intervention, on met un gouvernement fantoche, puis on peut exploiter au bon vouloir. Totalement. C'est pour ça que... Ça, c'est intéressant, justement, de voir ces liens-là où justement, l'institution catholique est comme la seule à être capable de donner une couverture sociale puis une protection sociale à une population parce que le gouvernement soit est comme soumis à la volonté américaine ou occidentale. Puis là, ça m'amène ça à parler davantage. Là, on rentrerait dans l'aspect un peu anticapitaliste, anti-néolibéral, anti-mondialisation. Là, on garoche des concepts. Mais parce que là, effectivement, en Amérique latine, c'est ça, la population commence, notamment durant la guerre froide, à se mobiliser contre ces courants-là. Et là, l'Église catholique va jouer un rôle. Oui, mais je ne serais pas prêt à dire que c'est uniquement l'Église catholique qui joue un rôle révolutionnaire parce que, qu'on le veuille ou non, l'ONU, c'est une porte d'entrée pour les pays d'Amérique latine qui veulent se prononcer. Il y a beaucoup de présidents d'Amérique latine qui vont critiquer directement puis assez violemment. Ceux qui réussissent à ne pas se faire tasser par des coups d'État. Oui, mais justement, Salvador Allende, en 1973, le 11 septembre, mais quelques mois auparavant, il donne un grand discours contre les intérêts des multinationales. Parce que les multinationales, mais au Chili, c'est principalement les mines. Des mines qui sont particulièrement canadiennes aussi, on ne le cachera pas. Puis ça fait que, il y a l'ONU, mais il y a des missionnaires catholiques qui ont des parcours assez particuliers. Je vais nommer Maurice Lefebvre, un Québécois, un oblat de Marie-Immaculée. Mauricio Lefebvre, comme il se fait appeler. Il va travailler au Pérou en premier, dans les quartiers pauvres de la capitale. Puis après ça, il va aller travailler en Bolivie où il va se poser des questions. Il va voir que les gens ne vont plus à la messe puis que les gens sont alcooliques. On le voit dans les sources. Là, il parle justement de l'alcoolisme qui est une problématique généralisée. Mais après ça, quand il arrive pour discuter avec les gens, il leur demande pourquoi est-ce que vous buvez, pourquoi est-ce que vous n'allez pas à la messe. Mais ils disent, je travaille dans la mine, puis mon espérance de vie est tellement pas haute que ça me sert à quoi d'aller à la messe alors que tout ce que je devrais faire, c'est de travailler à la mine pour nourrir ma famille puis boire pour oublier mes problèmes. Donc là, ça soulève des grosses questions pour un missionnaire catholique qui est là pour aider puis qui se rend compte que tant qu'il fait rien contre les grandes minières internationales, il ne peut pas aider la population parce que... Ça revient à voir, juger, agir. Oui, je suis d'accord avec ça. Et ça va être quoi les actions qu'il va mettre en place, Lefebvre? Il va prendre les armes. Maurice Lefebvre va prendre les armes, il va rejoindre la guérilla. Puis il va décéder la première fois qu'il va prendre les armes, qu'il va rejoindre la guérilla. Mais c'est un parmi tant d'autres. Il faut dire que la théologie de la libération cautionne la prise des armes. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec la prise des armes. Il y en a qui sont d'accord. Il y en a qui vont prendre une approche marxiste plus violente. Là, je pense à des théologiens comme Leonardo Boff qui va se faire interdire la parole par le pape. On va
le faire taire pendant une bonne période de temps. Puis sinon, il y a Oscar Romero, qui est un évêque au San Salvador, qui, lui, pendant la messe, qui était une messe un petit peu trop marxiste au goût du gouvernement, il va avoir une équipe d'assassins qui vont rentrer dans l'église puis qui vont l'abattre en plein milieu de la messe. Ça va devenir un martyr. Puis ça, c'est important pour mon sujet parce que Oscar Romero, on va organiser des marches en l'honneur de Oscar Arnulfo Romero. Puis à partir des fin des années 80, 1990, les marches commencent à être orientées pour le droit des Autochtones. Parce que les Autochtones, c'est ceux qui sont le plus marginalisés dans les sociétés latino-américaines. On a tendance à l'oublier. Mais c'est ceux qui sont dans les campagnes, tu parlais de néolibéralisme, et quand un Autochtone, ça fait 150 ans qu'il est sur une terre qui appartient à sa famille, puis qu'à un moment particulier, le gouvernement mexicain dit « Bon, on peut vendre tes terres, on va les vendre à des investisseurs allemands. » Ça, j'ai trouvé ça dans les sources qui est quand même particulier. Des investisseurs allemands qui arrivent, qui disent « Bon, mais maintenant ta plantation est à moi. » Puis ce que ça fait, c'est que l'Autochtone est rendu prisonnier de sa propre terre. Il est obligé de travailler sur une plantation de bananes, une plantation de café qui appartenait à toute sa lignée, c'est son héritage. C'est le droit commun, le droit communal à la terre. Puis finalement, mais en bonne guise de colonialisme, on leur refuse leur droit à la terre, puis on leur extirpe les derniers droits qui leur restent en tant qu'être humain. Puis c'est qu'en plus, avant, la façon dont ils exploitaient la terre, c'était à leur guise. S'ils voulaient produire plus, puis travailler plus, ils pouvaient. Puis s'ils voulaient être à un niveau de subsistance seulement, il y avait la liberté de le faire parce que c'était chez eux. Puis maintenant, ben, il y a des gens au-dessus d'eux qui sont capables de leur faire des injonctions. Ouais. Ce qui m'apporte en 1974, en fait, Samuel Ruiz, qui est évêque au Chiapas, le gouverneur du Chiapas lui demande de faire une commémoration à San Cristobal de Las Casas. Cristobal de Las Casas, qui est un saint canonisé de l'Église catholique parce que durant la conquête du Mexique, juste après la conquête du Mexique, il y a un grand questionnement où qu'est-ce qu'on fait des Autochtones? Puis il y a deux camps. Il y a un camp qui dit les Autochtones... Là, on parle du temps des Espagnols. Du temps des Espagnols. Il y a 500 ans. Oui, en 1530, là, après la conquête espagnole d'Hernán Cortés, on se pose la question, les Autochtones, qu'est-ce qu'on fait avec? Puis il y a une partie de la population espagnole qui dit les Autochtones, on va les faire travailler dans les plantations, puis on va les faire travailler dans les mines avec un système qui s'appelle le travail forcé, les haciendas, la mita. Ça a plusieurs noms. Différentes formes plus ou moins proches de l'esclavage. Moi, je pense que c'est de l'esclavage pur et simple. Mais Cristobal de Las Casas, lui, était de l'opinion contraire, c'est-à-dire c'est des chrétiens, ils ont un âme, puis même si c'est pas des chrétiens encore, on va les convertir. Ça, c'est sûr que ça reste une approche coloniale des années 1500, tu sais. Mais c'est un des premiers qui voulait défendre le droit des Autochtones. Ce qui fait que... on fait une commémoration. Le gouverneur du Chiapas, en 1974, demande à Samuel Ruiz de faire une commémoration pour sa mort, son décès. Puis Samuel Ruiz, au lieu de faire ça, il prend le financement du gouverneur, puis il organise tous les Autochtones. Il demande aux chefs autochtones de se réunir. Fait qu'on parle de Tzitzal, Tzotzil, Lacandon. Il y a énormément de peuples de descendance maya dans cette région-là, parce qu'on est à côté du Guatemala. Puis c'est pour une des premières fois, les Autochtones peuvent se réunir puis parler de leurs problématiques. Puis justement, tu parlais des critiques qu'on fait au libéralisme, au fait qu'il y a des quotas. Les quotas, ça, c'est un terme qui revient assez récemment quand il y a des investisseurs étrangers qui demandent aux Autochtones de remplir des quotas. De production? Oui, les quotas de production pour les bananes, les sacs de café, du coton. Ça fait qu'ils sont enchaînés à la terre. Puis ils n'ont pas d'accès à de l'éducation, ils n'ont pas d'accès à des services de santé. Puis tout ça, ça me fait penser aussi à la situation autochtone en Amérique du Nord. Les Autochtones, à partir de la loi sur les Indiens en 1876, on les prend, on les met dans les réserves. Ça ouvre la porte, la loi sur les Indiens, ça ouvre directement la porte aux pensionnats autochtones. Puis il y a une grande évolution du colonialisme canadien par rapport à ça.
que ça reste le même. On les isole, on les rend Prisonniers de la sujets. terre aussi. Oui, oui. On les rend sujets à un système économique qui est oppressif. Puis autant au Canada qu'au Mexique, tu sais, il y a une résonance de cette situation-là, puis ben, c'est impardonnable. Les missionnaires catholiques en Amérique latine vont commencer à organiser les Autochtones. À partir des années 70, c'est une période d'émergence. Tu sais, en 1969, il y a le livre blanc qui a été mis de l'avant par Pierre-Éliott Trudeau puis Jean Chrétien. C'était Puis, quoi qui faisait le livre blanc? Ouais, en fait, le livre blanc, c'est une tentative d'assimiler les Autochtones puis d'en faire des bons citoyens canadiens. À l'époque, on avait une perspective qui était la construction de la nation. Pour être une nation prospère, on doit intégrer les Autochtones puis en faire des bons Canadiens. Mais moi, quand je lis dans mes sources, c'est quoi un bon Canadien? Ça veut dire on arrache toute la culture autochtone puis on peut pas les laisser parler leur langue. C'est inconcevable, c'est pas des bons Canadiens. Puis s'ils parlent pas le français ou l'anglais, ben, c'est pas des bons êtres humains. S'ils parlent une langue autochtone puis qu'ils ont encore une culture autochtone, c'est l'idée que c'est sous-développé. Ouais, totalement. Puis même là, c'est presque sous-humain. Là. Tu lis les sources, puis c'est plus que dérogatoire, c'est infâme. Ce qui fait que la réponse au livre blanc de 1969, c'est le livre rouge de 1970. Puis ça correspond aussi avec 1974. Je parlais de l'organisation du premier... en fait, j'en ai pas parlé, mais 1974, quand que je parlais d'une commémoration à San Cristobal das Casas, mais au final, Samuel Ruiz, il crée le premier congrès indigène en 1974, ce qui correspond aussi au Canada avec la résurgence du livre rouge, les voix autochtones qui se prononcent en 1970. Aux États-Unis, c'est en 1973 avec Wounded Knee, qui avait été un centre d'un massacre au 19e siècle. Mais en 1973, en fait, les Autochtones se révoltent, ils prennent contrôle de la ville, puis ils déclarent une nation indépendante autochtone. Ce qui fait qu'on voit à partir des années 60-70 que les Autochtones, leur situation est précaire. Puis il y a une mobilisation des voix sur la scène publique, que ça soit pacifiquement ou que ça soit de manière violente. On essaie de faire valoir leurs droits. Puis ça, c'est une constante qui, jusque dans les années 90, mène à la crise du Chiapas. Parce que les Autochtones, après 20 ans du premier congrès indigène au Chiapas, il n'y a pas grand-chose qui change. Les investisseurs étrangers sont encore là. Le pouvoir central mexicain est encore en train de faire une oppression incomparable. Puis les droits humains des Autochtones sont aucunement respectés. Fait que quand il y a une manifestation à Actéal, on emprisonne 2 Autochtones parce qu'ils apportent un autre Autochtone blessé dans un autre village pour qu'on demande à le soigner. On les arrête parce qu'on pense que c'est eux qui ont blessé l'autre Autochtone. Il y a une manifestation à Actéal d'un groupe qui est catholique, un groupe pacifique qui s'appelle Las Abejas, les abeilles, qui manifestent, puis finalement, mais ça finit un massacre. Le gouvernement mexicain, ça n'a aucun sens. On mobilise l'armée, puis on les exécute. Ce qui fait que en 1992, quand on signe l'ALENA, on signe l'arrêt de mort des Autochtones au Mexique. Là, il faut faire le lien. C'est l'ALENA, le libre-échange, libre-échange, c'est que ça vient, dans le fond, accentuer une réalité qui était déjà présente, c'est-à-dire les investisseurs étrangers qui viennent imposer leur volonté, puis que le gouvernement mexicain, dans le fond, au lieu de représenter sa propre population, va être pratiquement... représente les intérêts étrangers, totalement. Puis l'ALENA, comment dire, mais l'ALENA, c'est pas nouveau, là. Les relations entre les États-Unis, le Canada puis le Mexique, ça date pas. Mais il faut dire que les marginalisés de ces 3 pays-là, à la signature de l'acte de libre-échange nord-américain, ça va les rendre encore plus marginalisés. C'est, comme tu l'as souligné, c'est un arrêt de mort pour eux, là. Fait qu'en 1994, le 1er janvier, quand
on met en vigueur l'ALENA. Ça faisait déjà quelques années que... On en parlait, puis que ça se savait que ça s'en venait. Fait que, il y a eu une mobilisation marxiste associée avec beaucoup de catholiques, beaucoup d'autochtones catholiques qui ont développé leur pensée critique à travers la catéchèse au Chiapas, qui se posaient déjà des questions sur leur situation précaire, ce qui fait que ils sont prêts, ils savent que leur situation ne va pas changer parce que le gouvernement vient juste de signer un traité qui dit totalement le contraire de ce qui a dit qu'il allait, par exemple, les Autochtones, on leur enlève le droit communal. Puis quand il y a des manifestations, en 1974, le gouvernement mexicain va créer une commission pour essayer de mettre le droit des Autochtones de l'avant. Mais réellement, c'est ça que les Autochtones savent, c'est que ça n'aura pas lieu. Puis, il y a une mobilisation militaire avec Ejército Zapatista de la Libération nationale, l'armée zapatiste de la Libération nationale qui s'inspire de Emiliano Zapata, qui est un symbole, une image de la révolution mexicaine, avec sa ceinture de balles, le chapeau, le masque. Ouais, on voit l'image qui est souvent relayée culturellement là, quand même, là, avec le sombrero et tout ça, là, la moustache. Ça va être repris par sous-commandant Marcos qui va mener les forces zapatistes, néo-zapatistes en 1994. Ils vont prendre la mairie. Puis, Là, tu as dit la révolution mexicaine. Ça, c'est quelles années à peu près? Là? 1914, proche de la Première Guerre mondiale. Mais la révolution mexicaine, c'est plus complexe que ça. Oui, mais je ne voulais pas qu'on rentre dans les détails, mais c'est juste pour qu'on se donne une idée, tu sais. Ouais. Donc là, tu as Zapata à ce moment-là, qui est un révolutionnaire contre le gouvernement central, qui veut les droits des paysans, tout ça. Puis 80 ans plus tard, on relance ça dans un esprit qui lie à la fois le marxisme, la cause autochtone, puis tout ça inspiré aussi par la doctrine catholique. Hey, méchante, c'est juste moi ou... Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de ça, Mégane, Julien? Moi, en fait, depuis tantôt, je me pose juste la question. J'essaie de comprendre, en fait, qu'est-ce qui a mené les catholiques à se rendre jusqu'en Amérique latine. Parce que j'essaie de comprendre, au Canada, la religion a tellement été, justement, ceux qui ont opprimé les Autochtones. Et là, en Amérique latine, c'est comme s'ils viennent les aider, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui explique ce clash de mentalité-là entre les deux? J'en ai parlé plus tôt, c'est la conférence épiscopale de Medellín en 1968 où on prend conscience du fait que l'alliance entre le clergé catholique et l'Église souvent était pour mettre de l'avant l'intérêt des riches au Mexique. Au Mexique, c'est particulier parce que la constitution mexicaine était pas très friande du clergé. Très laïque, là. Exactement. Puis ça reste que en Argentine, au Brésil, le clergé catholique servait l'intérêt des riches. Puis avec Vatican II, puis la conférence épiscopale de Medellín, mais 62 à 65, puis après ça 1968 pour Medellín, il y a un changement de paradigme qui s'effectue, puis au lieu de servir les riches, justement, on a une nouvelle génération, si on pourrait dire ça, de religieux qui... Des religieux woke, avant l'heure. On pourrait dire ça. Des religieux qui sont beaucoup plus de la gauche, puis qui critiquent justement l'alliance entre le gouvernement puis l'Église. Parce que le gouvernement et l'Église, alliés ensemble en Afrique, en Amérique, en Asie, c'est un système de pression coloniale, pur et simple. Puis c'est justement avec l'appel du pape Paul VI qui dit on devrait aller travailler en Amérique latine pour essayer de remettre la situation, une situation plus juste, une situation plus proche de l'Évangile, c'est-à-dire la vie du Christ qui, parmi ses apôtres, est égalitaire. Plus bohème, tu sais. Oui, l'amour du Christ, ça, c'est un changement de Vatican II, l'amour du Christ. Mais ça, je le comprends pas totalement. Là. Mais c'est l'Église catholique, là, c'est que c'est tellement plein de contradictions. Là, ce serait intéressant quand même qu'on parle du Chiapas, ce qui s'est passé, mais en fait, on peut continuer sur le Chiapas, puis au pire, je relancerai plus tard là-dessus, là, comme sur comment l'Église catholique a des luttes internes.
Mais ouais. Fait que c'est ça, le Chiapas, si on y revient, je sais pas si tu avais quelque chose à... Ouais, ben, tu sais, on a parlé un peu du Chiapas puis tout, puis tu sais, comme on a discuté un peu avant de tourner, là, j'aimerais ça que tu nous parles un peu du lien qu'il y a entre la crise du Chiapas puis l'altermondialisme. Puis c'est quoi en fait, c'est quoi le rôle que l'Église catholique a joué là-dedans? Mais comme on parlait du premier congrès indigène en 1974, puis de la mise de l'avant des droits fondamentaux des Autochtones au niveau économique, l'oppression économique est systématique dans un système qui est néolibéral. Puis en 1973, il y a 2 événements majeurs. Le choc pétrolier. Puis le deuxième, c'est l'installation d'une coopérative de café équitable qui est belge, qui se nomme Vereldandeul. En fait, les Belges et les Québécois, c'est vraiment les avant-gardistes d'une église progressiste dans le monde. Puis, c'est progressiste, la critique du néolibéralisme. On approche tranquillement des années 2000, puis du Forum social mondial. Il y en a plusieurs. Il y a le manifeste de Porto Alegre en 2002, puis le manifeste de Porto Alegre de 2005. Il faut faire une distinction entre les deux. Mais le manifeste de Porto Alegre de 2005, Samuel Ruiz va être un signataire. Puis le Forum social mondial, en fait, c'est un rassemblement de personnes qui critiquent le néolibéralisme puis qui veulent trouver une alternative. Alternative mondialiste, altermondialisme. L'altermondialisme, justement, c'est de trouver une réponse à l'intermédiaire qui est le marchand libéral. Parce que tu as le producteur de café, le producteur de bananes, le producteur d'avocats, tu as le marchand qui, lui, va acheter ces produits-là, puis qui, selon l'offre et la demande, va venir leur vendre au Canada. Alors que souvent, c'est, mettons, les investisseurs allemands que tu as dit, exactement, qui ont acheté la terre à un prix ridicule, puis après, ils vont travailler dans des conditions d'exploitation, les populations locales, souvent autochtones. Oui, totalement. Puis l'altermondialisme, ben, ça contourne ça. C'est-à-dire, on va faire le lien directement entre les marchés du Nord, les marchés canadiens, les marchés américains, puis les producteurs directs. Les producteurs directs qui sont souvent les Autochtones, dans le cas du Chiapas. Puis il y a une bonne relation entre les deux. Ici, à côté, les Médianas de Marion Hill vendaient du café équitable il n'y a pas très longtemps. Puis, comme j'ai dit, Samuel Ruiz a été signataire du manifeste pas du manifeste, mais du Forum social mondial de Porto Alegre. Oui, fait que Samuel Ruiz, parce qu'on a dit tellement de noms de différents évêques depuis tantôt. Ouais. Samuel Ruiz, pour revenir, c'est lui qui était au Chiapas. Puis là, on a comme sauté du coq à l'âne un peu, mais pour revenir au Chiapas, là, donc là, tu te dis le 1er janvier 1994, quand l'ALENA, qui est vraiment un symbole fort et réel de cet esprit marchand-là, capitaliste. Donc là, quand ça se met, là, la révolte part. Comment ça évolue? Comment ça finit tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas spécialiste de ça, parce qu'il y a énormément d'études. Mais je peux dire que la situation dégénère rapidement, au point où l'armée mexicaine intervient, où il y a, j'ai lu ça dans les sources, puis c'est difficile à lire, où il y a des viols collectifs, il y a des massacres de masse, il y a des attaques sur des civils qui fait presque aucun sens. Puis c'est particulier parce que les zapatistes vont mettre de l'avant une sorte de guérilla qui est moderne, c'est-à-dire ils vont utiliser la presse puis l'opinion internationale pour faire pression sur le gouvernement mexicain. Puis quand le gouvernement mexicain mobilise l'armée, mais il dit les gens partout, l'identité mexicaine n'est pas d'accord avec l'identité autochtone. Fait qu'on va écraser les Autochtones rapidement. Mais au contraire, il y a une mobilisation sans précédent qui s'organise partout dans le monde où il y a des journalistes de la France, du Canada, des États-Unis qui se retrouvent au Chiapas pour, dès qu'il y a un bris des droits humains, c'est rapporté à l'international, puis tout de suite, on critique le gouvernement mexicain. Fait qu'il y a une grande pression sur le gouvernement mexicain. Dès que ça arrive, dès que la crise éclate, le gouvernement mexicain perd tranquillement, pas vite, l'opinion publique. Puis il va devoir faire appel à Samuel Ruiz. Samuel Ruiz, qui est le plus proche des Autochtones, celui que les Autochtones considèrent comme un bon juste milieu
qui, justement, va faire une médiation entre le gouvernement mexicain et les forces zapatistes pour mener aux accords de San Andrés en 1995. OK. Fait que ça c'est quand même... Ça a été relativement bref, mais ça a marqué beaucoup son époque. Ça Puis, remet en cause l'identité mexicaine au complet. Ça met de l'avant l'identité autochtone, mais pas seulement au niveau national, au niveau international. Ça a brassé. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que ce mouvement-là, cette révolte-là qu'il y a eu, en fait, est-ce que ça a eu un impact, tu dis, à l'international, mais est-ce qu'au Canada, on a pu voir un changement au niveau... Est-ce que c'est venu, par exemple, comment expliquer, mais est-ce que ça a été comme un espoir, un peu une façon comme pour les Autochtones au Canada de dire, eh bien, on pourrait faire un peu la même chose? Est-ce que oui, mais non. J'ai plusieurs réponses à ça. Premièrement, l'imaginaire politique révolutionnaire au Québec, justement du Forum social mondial. Il y a un anthropologue, Jean-Sol Goulet-Poulain, que je le cite dans mes études. Il va dire que la crise du Chiapas et les zapatistes vont mobiliser l'imaginaire politique des Québécois. Mais le plus important, selon moi, c'est l'année 1992, juste avant la crise du Chiapas. La révolte autochtone se fait déjà sentir, puis la cause autochtone est déjà internationalisée. Parce qu'en 1992, c'est 500 ans après 1492, qui est le débarquement de Christophe Colomb en Amérique. Puis c'est 500 ans de colonialisme. Mais on revire le message pour en faire 500 ans de résistance à ce moment-là. Puis en 1992, j'ai parlé d'Oscar Romero. On a eu des marches en honneur d'Oscar Romero qui commence à orienter son message vers les Autochtones. En 1992, à Montréal, il y a une grande marche qui mobilise 2000-2500 personnes. Puis cette marche-là, elle a deux... Il y a deux revers. Il y a une mobilisation qui se fait pour le droit des Autochtones, mais aussi il y a une mobilisation qui se fait contre le droit des Autochtones. Je lis dans les sources, puis ça c'est particulier parce que j'ai juste une source qui dit ça. Il y a des membres du White Power qui arrivent pour interrompre la marche pour le droit des Autochtones. Fait que ça me perturbe parce que ça démontre autant la volonté québécoise, canadienne, d'aider la situation autochtone, mais aussi la volonté québécoise de stopper la progression de l'identité autochtone. Ben oui, on est quand même 2 ans après la crise d'Oka, où, veux pas, les Autochtones au Québec, au Canada, ont été... Ben, il y a eu les deux versants encore là, mais crime, ça n'a pas été jojo, la crise d'Oka. Canis s'attaquer... Quand les civils sortaient par convoi, on leur lançait des roches, puis on criait « sauvage, allez-vous-en ». Puis moi, franchement, si j'étais là, j'aurais défendu les Autochtones. 1990, ça fait 30 ans. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça, la cause autochtone, c'est comme tu le dis, il y a 500 ans de résistance. Ne serait-ce qu'ici, une espèce d'éveil politique sur la question... On peut remonter à peu près au livre blanc là, de Chrétien et Trudeau. Puis là, on sent progressivement une conscientisation à l'enjeu. Puis après ça, je sais pas combien... OK, ben on va comme passer un peu à un autre sujet parce qu'on n'a pas, malheureusement, on n'a pas toute la vie pour discuter de ça. Il y a beaucoup plus profond au sujet, puis c'est un gouffre sans fin, franchement. Ouais. Mais oui. Mais juste, si tu me permets, on t'a entendu mentionner à plusieurs reprises là, le Vatican II, puis c'était quoi les réformes que ça a apporté, mais c'est quoi les réactions qu'il y a eu après Vatican II, puis les nouvelles réformes en fait que ça a apporté? Je pense que ça serait quand même important de savoir, en fait, c'était quoi la vision du monde par rapport à ce vent de renouveau, en fait, de l'Église catholique. Parce que tu avais des clercs qui étaient contre ça aussi. Ouais. Mais oui, c'est ça. Mais le mot-clé de Vatican II, si je peux le dire comme ça, c'est l'œcuménisme. L'œcuménisme qui est l'ouverture de la religion catholique aux autres religions. Alors qu'avant, il y avait une tension avec le judaïsme, il y avait une tension avec l'islam, il y avait une tension avec le bouddhisme. Même chose pour les religions autochtones, les religions traditionnelles. À partir de ce moment-là, il y a une rupture où l'œcuménisme met de l'avant les religions traditionnelles des Autochtones. Puis au lieu d'essayer de l'extirper,
on va faire un syncrétisme qu'on appelle l'acculturation, c'est-à-dire on va prendre des éléments culturels, religieux des Autochtones, puis on va les transposer dans le christianisme pour faire un syncrétisme entre les deux. Ce qui fait que, malgré qu'il y a eu un grand précédent d'Autochtones qui ont vécu les pensionnats, puis qui ont été fortement... ils en sont sortis avec des séquelles, on doit quand même dire qu'il y a un syncrétisme entre le christianisme et les religions autochtones. Les deux tirent le grand esprit qui donne la vie à tout. Mais c'est Dieu qui crée le monde. Les deux se rejoignent, puis il y a comme un dialogue entre les deux. Mais là, je veux pas généraliser parce que... Mais pour revenir au sujet, c'est que là, la théologie de la libération, ça c'est un peu lié, tout ça, mais il y a une réaction conservatrice contre cette approche plus progressiste globalement, qui est menée par les deux anciens papes avant François. Oui, mais après Vatican II, il y a un grand changement qui s'effectue parce que les papes, Vatican II, il y a deux papes, ils vont décéder. Puis après arrive Jean-Paul II, que je n'apprécie pas vraiment. Jean-Paul II, là... Pour pas parler en mal d'un pape, j'espère qu'il... Il est hyper anti-marxiste, super anticommuniste. Oui, parce que c'est un Polonais. Il a vécu le régime communiste en Pologne, puis ce qui fait que lui et Wojtyła, Jean-Paul II, c'est Wojtyła, et Joseph Ratzinger, qui est Benoît XVI, le prochain pape. Les deux vont travailler main dans la main pour déraciner tout ce qui est la théologie de la libération au Brésil. Dès qu'il y a un évêque, à 75 ans, les évêques deviennent trop vieux, ils sont remplacés. Mais là, on n'attend pas que ça devienne un autre évêque progressiste. On le remplace tout de suite par un évêque conservateur. Puis, durant une bonne partie du travail de Samuel Ruiz au Mexique, il y a un envoyé du Vatican qui s'appelle Girolamo Prigione, ce qui est drôle parce qu'en italien, Prigione, c'est prison. Prigione, lui, il va respirer dans le cou de tous les évêques progressistes au Mexique, puis il va travailler d'arrache-pied pour enlever tout ce qui est progressiste. Je suis pas prêt à dire que ça a eu lieu au Canada, mais en même temps, il y a une progression quand même. On voit qu'il y a un clergé très, très, très progressiste dans les années 70 au Canada. Puis aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Ils sont refermés sur eux-mêmes. Je suis pas prêt à dire qu'ils sont conservateurs. Puis ça n'a jamais été non plus la tendance dominante au Canada, là, le clergé progressiste. Il y en avait. Au contraire, c'est un clergé qui était très conservateur jusque dans la fin des années 60, où l'alliance entre le gouvernement et... Duplessis. Pas juste Duplessis. Les pensionnats, c'est un outil colonial fédéral qui donne le pouvoir aux mains des religieux. Puis ce qui est problématique, c'est qu'il y a une grande vague d'exode à cause de la laïcité en Europe, surtout en France au 20e siècle, où il y a beaucoup de religieux français qui sont très conservateurs parce que justement, ils ont vécu la laïcité qui est violente envers eux, belliqueuse. Ils se retrouvent ici au Canada, puis ils doivent travailler dans les pensionnats autochtones, mais ils ont une vision très catholique, très coloniale, puis qui diverge un peu de Vatican II, qui est très progressiste. Et comme tu l'as dit tantôt, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec les idées de Vatican II, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec la théologie de la libération. Même au contraire, la théologie de la libération, il y a beaucoup de scientifiques qui disent oui, il y a eu de la théologie de la libération en Afrique. Il y en a qui disent qu'il y en a eu en Asie, mais c'est beaucoup limité à l'Amérique latine. Puis là, on a un nouveau pape maintenant. Ça fait quand même 10 ans. Pape François, qui lui vient d'Amérique latine. Donc là, la théologie de la libération a vraiment pris le bord et est pratiquement plus présente dans le clergé. C'est quoi le rapport du pape François avec cet aspect-là? Est-ce qu'il essaie de le ramener un peu? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, l'infaillibilité papale, c'est le pape a toujours raison sur toutes les matières de foi et de religion.
Donc, tout ce que Jean-Paul II a dit sur la théologie de la libération, c'est vrai. Tout ce que Joseph Ratzinger, Benoît XVI, a dit sur la théologie de la libération, c'est vrai parce qu'il y a l'infaillibilité papale. Les papes ont toujours raison. Donc là, François Ier... C'est pas très humble. Effectivement. François Ier est comme... Il a vécu en Argentine, il a vécu la dictature péroniste. Je suis pas mal certain qu'il a été influencé par la théologie de la libération. Mais à cause de l'infaillibilité papale, il est dans un champ de mine, tu sais, avancé dans un terrain que, mais premièrement, on a répudié la théologie de la libération. On a arraché tous les évêques qui étaient progressistes pour les remplacer par des conservateurs. Mais lui, il est comme... Il est trop tard. Il est pris au piège dans une église qu'on a tout arraché de la théologie de la libération. Oui, il y a encore certains mouvements de la théologie de la libération, d'une pensée libératrice, mais c'est rendu très rare. Puis François Ier, malheureusement, arrive trop tard. Puis en plus, il arrive aussi à une époque où l'Église catholique, mais pour tellement de raisons, on en a mentionné sans aller dans le détail, mais ça n'a plus la cote pantoute, là. Ouais, mais l'Église catholique est décédée tranquillement, pas vite. Il n'y a plus grand... il y a les noviciats, c'est-à-dire les religieux qui rentrent... ils rentrent au noviciat pour faire la vie religieuse, ils font leurs vœux, ben il y en a plus ben. Quand j'ai été visiter les missionnaires de Marian Hill il n'y a pas long, j'ai discuté longuement, puis ils déménagent. Ils déménagent dans une maison de retraite sur la rue Bowen. Non, mais c'est la réalité de l'Église. On le voit partout au Québec, là. Chicoutimi, Saint-Jean-sur-Richelieu, là, partout de là où on vient, on observe la même chose. Les gens qui nous écoutent, ils le voient aussi, là, les églises qui ferment, tout ça. Avec les petites pancartes qui demandent d'avoir des dons là, pour réparer les clochers. Il y a deux grands exemples à Sherbrooke. Le premier qui est les Sœurs de la Sainte Famille, le séminaire des Sœurs de la Sainte Famille, juste ici à côté de l'Université de Sherbrooke. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des grandes constructions qui se font en face. Puis on a eu des cours là-bas. Puis sinon, il y a l'église sur la rue King West, où il s'est rendu un resto-bar, oh my God. Puis sur le haut, il y a des cornes de Satan. Il n'y a pas plus contraire. Les religieux des années 40-50 se retournent dans leur tombe. Là. C'est un affront à l'Église catholique. Pas seulement les religieux, mais juste la population qui est... je sais pas si c'est ce que je voulais dire, mais toute la population qui était religieuse aussi. Là. C'est une perception différente parce que le catholicisme au Canada, c'est dilué à travers les années. Puis je veux dire, au Québec, là, notre rapport à l'Église catholique, il n'est pas super. Mettons qu'ils nous ont gardés en arrière pendant pas mal longtemps. T'sais. On peut parler de plein de sortes de trucs, mais... L'abbé Groux. Ah, il y en a Groux, ouais. mais là-dessus, ça m'amène... Là, on a jasé de tout ça. Est-ce qu'on a une discussion quand même là, sur... on a vu un côté progressiste de l'Église catholique. On a vu... qu'on l'a pas abordé à 100%, mais les gens le savent là, quand même. Tu sais, le côté conservateur, aussi dégueulasse, là, les scandales de pédophilie, toutes ces affaires-là, le colonialisme, tout... l'argent qu'on captait chez la population, chez des gens qui étaient souvent pauvres. Donc, une église pleine de contradictions. Qu'est-ce qu'on devrait en avoir comme héritage maintenant que c'est un courant qui s'est essoufflé? On peut avoir une réflexion peut-être sur qu'est-ce qu'on devrait en retenir de bien, de mal. Avez-vous des réflexions par rapport à ça? Ben écoute, t'es notre invité. Parfait. Je vais parler d'un missionnaire catholique qui a travaillé dans les territoires du Nord-Ouest, qui a travaillé à partir des années 70 à convertir les Autochtones. Mais c'est particulier parce qu'il a fait beaucoup de travaux qui sont hors du commun. C'est-à-dire, il a traduit des Bibles proches des Grands Lacs des esclaves dans les territoires du Nord-Ouest. Il a traduit des Bibles en langue donnée
données qui sont un peuple de cette région-là, un peuple cri. Les données Ta, en fait, il a fait des bibles dans leur langue, mais il a aussi créé un réseau de résistance radiophonique, c'est-à-dire dans chaque village, on installe des radios pour que les Autochtones puissent communiquer entre eux quand le gouvernement canadien arrive et veut installer un pipeline. C'est vraiment hors du commun, mais en décembre dernier, ce missionnaire-là a été accusé d'attouchement sexuel. Pourtant, toute sa vie, il a lutté pour le droit des Autochtones. Puis ça amène justement à des questions, savoir est-ce que c'est l'institution qui est pourrie? Moi, je pense que l'institution est pourrie, puis que dans sa nature, la théologie de la libération, malgré que la libération des Autochtones en leur donnant la foi catholique, c'est un peu spécial, mais réellement, on voulait plus leur donner des outils d'analyse pour comprendre leur situation, puis pour qu'ils puissent prendre place sur la scène publique, sur la scène politique, puis que les Autochtones puissent se mobiliser, alors que tout le long de son histoire, l'Église catholique a fait le contraire, c'est-à-dire les entériner pour qu'ils restent des sujets. C'est ce que l'Église catholique a fait. Puis aujourd'hui, on se pose la question, on te dit, qu'est-ce qu'on retient de cet héritage-là? Mais je pense qu'en même temps, les Autochtones, faut relativiser, mais il y a beaucoup d'Autochtones qui ont été capables de prendre place sur la scène publique, sur la scène politique, à cause de l'Église catholique. Puis l'Église catholique, encore aujourd'hui, a un legs assez important. Les Jésuites avaient la revue Relations, qui est le Centre Justice et Foi aujourd'hui. Le Centre Justice et Foi, encore, c'est un centre d'analyse critique, scientifique, qui publie des articles que moi, je me sers dans mon mémoire de maîtrise pour voir l'évolution critique de l'Église catholique. Elle s'efface pas aussi facilement que ça. Puis encore aujourd'hui, eux, ils militent pour les Autochtones, ils militent pour les nouveaux arrivants, les immigrants, ils militent pour la justice sociale, le Centre Justice et Foi. Je pense qu'il y a quand même un bon héritage qui découle de l'idéologie chrétienne, de la théologie de libération. C'est ça, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont dans les valeurs progressistes ou dans nos valeurs en tant que Québécois ou tout ça, qu'on a comme pris pour acquis, puis qu'au final, on peut se rendre compte après que ça a une origine catholique, tu sais. C'est curieux quand même, tu sais, en jasant avant l'émission, tu sais, on avait parlé un peu, tu sais, les notions de, tu sais, éviter l'individualisme, essayer de créer du lien, de la communauté entre les gens. Les communautés ecclésiales de base, c'est central dans la théologie de la libération. Les communautés ecclésiales de base, c'est un rassemblement des personnes pour qu'ils puissent discuter de la pastorale, faire de la catéchèse. Mais la communauté chrétienne est au cœur de la théologie de la libération. Puis, justement, le lien avec le Québec, il y a quand même des liens à faire avec des espèces d'institutions québécoises. Tu sais, le mouvement syndical au Québec, c'est plus ce que c'était. Le mouvement coopératiste, qu'on pense à Desjardins, ça a beaucoup changé depuis que ça a été créé par Alphonse Desjardins en 1900. Tu sais, c'est rendu beaucoup plus corporatiste. Mais quand même, j'aimerais que, tu sais, comme tu nous jases un petit peu peut-être, on n'a pas plus beaucoup de temps, mais quand même, tu sais, genre, c'est quoi les liens avec le catholicisme? Il y a eu les mines à asbestos. Il y a eu des grandes manifestations pour le droit des travailleurs dans les mines à asbestos. Puis le clergé catholique a joué un rôle important dans la mise de l'avant du travailleur. Puis c'est sûr et certain que les syndicats, en fait, étaient impossibles au Québec. Mais les syndicats chrétiens, les syndicats catholiques, c'était pas mal les seuls syndicats qui étaient possibles de créer au Québec. Puis ça fait des plus grandes figures comme Michel Chartrand, syndicaliste à Saint-Ségar, le légendaire. Puis sa femme aussi, Simone Monet-Chartrand, il venait des mouvements catholiques aussi. Oui, mais Michel Chartrand était moine. C'est un moine trappiste. Ah ouais. Puis Simone Monet-Chartrand, elle a été dans l'action catholique spécialisée aussi. Puis ça l'a mis de l'avant le voir juger agir, qu'on revient au voir juger agir, mais c'est au cœur de la réflexion théologique, puis à la réflexion sociale. C'est un grand legs du clergé catholique, selon moi, la réflexion par rapport à l'injustice
dans la société. Puis le voir, juger, agir, ça me fait penser à la biographie de Guy Rocher. Guy Rocher, c'est un sociologue québécois qui a été extrêmement influent dans... Il a vraiment bâti, entre autres, le système d'éducation québécois moderne. Il est encore vivant aujourd'hui, il approche 100 ans. Tu sais, il y a quand même des temples de la construction du Québec moderne durant la Révolution tranquille. Puis quand on voit Révolution tranquille, on peut se dire, tu sais, ça s'est construit vraiment en opposition à l'Église catholique. Mais inévitablement, il y a des éléments de ça Qui sont en continuité. Il y a une continuité malgré tout. Oui, c'est clair. Ouais, c'est très intéressant. Ça prend une autre forme aujourd'hui, mais c'est encore là un peu. Est-ce que vous avez... Ben oui, moi, personnellement, tu sais, on a parlé un peu de... Au début, c'était... En fait, bref, ma question, c'est plus, tu sais, après, tu sais, où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Tu es à la maîtrise, tu fais vraiment tes recherches là-dessus. Tu sais, j'aimerais juste ça savoir si ta relation, en fait, avec tout ça, avec l'Église catholique, ça l'a changé au cours de tes recherches, en apprenant, tu sais, plusieurs choses que peut-être que tu savais pas avant. Tu sais, j'aimerais ça savoir c'est quoi ton point de vue versus ce qui était avant. Mais je suis catholique, comme la plupart des gens de notre âge. C'est-à-dire, on a été baptisés. Moi, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation. Je suis pas un bon catholique. Si on y va là, avec les critères d'un bon catholique, là, je suis pas un bon catholique. Ça fait très longtemps que j'ai pas été à la messe. Mais reste qu'en arrière-pensée, quand je travaille, puis que ça, c'est spécial, là, je lis sur l'amour du Christ, puis la mise de l'avant de la théologie de la libération, ben, c'est sûr et certain que je t'ai influencé, pas au point de dire que je suis plus objectif dans mes recherches, mais je trouve que la théologie de la libération... pas de dire que c'est grandiose, mais ça reste que quand je le regarde avec même mes yeux de scientifique, je dis... Il y a quand même des belles valeurs qui sont là. Puis moi, ça me mobilise. En fait, tu sais, je suis rentré au bac en sachant pas trop quoi faire. À maîtrise je suis arrivé à maîtrise en me disant, bon, je vais le faire, je suis rendu là, tu sais, pourquoi pas. Puis là, maintenant, ben, ça me mobilise à l'intérieur de me dire... tu sais, il y a quand même un message qui est passé à travers ça, puis je suis capable de faire quelque chose, je suis capable de faire une différence dans la société, même si c'est un mémoire de maîtrise que 15 personnes vont lire, là, je suis peut-être pessimiste, mais en me disant... Ou optimiste. Ouais, effectivement. Pas des mais... blagues. Ouais, il y a un peu de réalité là-dedans. Ça reste que j'essaie d'apporter un changement, puis de autant mettre la cause autochtone de l'avant, parce que la cause autochtone est totalement est importante aujourd'hui, est actuelle. Puis d'un autre côté, il y a les religieux qui s'effacent, on les oublie. Les missionnaires qui déménagent à côté, je suis allé les voir et ils m'ont dit on déménage. Je suis comme ah ouais, je ne savais même pas que vous déménagiez. Quand je suis allé, j'ai fait mon stage au monastère Saint-Benoît-du-Lac. J'ai réorganisé leurs archives. J'ai travaillé avec le frère Luc Lamontagne. Il y avait une vigueur que je ne comprends pas. Mais que pour quel âge, à peu près? Je lui ai pas demandé. Ouais. Mais 75 en montant. Là. Non, c'était Okay. un des très jeunes moines. OK. Ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de tâches. Parce que les autres étaient très vieillissants. Mais... Fait que c'est ça, un courant, la cause autochtone qui est montant, puis un courant descendant, puis... Il faut trouver un juste milieu, ouais. Intersectionnalité. Oh. Non, j'ai fait un jeu de mots. Je sais pas s'il y a un lien scientifique, mais bon. Ben écoutez, Mégane, as-tu peut-être une observation, quelque chose à dire? Oh, je te mets sur le spot. Hey, là. tu me mets vraiment sur le spot, j'étais pas prête à ça. Là. Non, mais c'est juste... En fait, je pense pas mal tout a été dit. Là, sérieusement, j'ai plein de choses qui roulent dans ma tête, mais là, le manque de temps, je peux pas commencer à rembarquer sur plein d'autres sujets, plein d'autres choses. Peut-être un autre épisode. Ben oui, on va avoir plein d'autres épisodes qui s'en viennent, gang. Exactement. Oui. Exact. Merveilleux. Ben merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'était très intéressant. Ça fait plaisir. Ouais, merci à vous. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission aux attachés de presse. Merci Salut! beaucoup. Bye!